Bon, c'est la pancréatite chronique qu'on va voir tous ensemble. Et vous savez ce que c'est? La pancréatite chronique est une inflammation chronique de la glande pancréatique. Et cette inflammation va faire suite à une agression du pancréas par des éléments métaboliques notamment. L'alcool ou une hypercalcémie, ce sont les causes les plus fréquentes. Et cette inflammation va se caractériser par des anomalies morphologiques qui sont irréversibles. C'est-à-dire que lorsqu'elle s'installe, est-ce que vous m'entendez? C'est mieux? Allô? Oui, madame, c'est Très mieux. bien. Oui, très bien. Alors, quand ces anomalies vont s'installer, elles seront irréversibles. Elles vont détruire peu à peu la glande pancréatique qui va être remplacée par de la fibrose. Donc, le pancréas va devenir fibreux. En devenant fibreux, il va perdre ses fonctions exocrines d'abord, ensuite ses fonctions endocrines à la fin, et il ne va pas permettre donc une bonne digestion des aliments. Cela va se manifester par de la malabsorption, de la maldigestion, et il ne veut pas permettre aussi et le défaut d'écoulement du sucre pancréatique dans les canaux, qu'ils soient secondaires ou principales. Eh ben, cette anomalie au niveau de la progression du sucre va donner lieu à des douleurs abdominales, qui est le maître symptôme de la pancréatite chronique. Donc, généralement, le patient va se va manifester sa pathologie, sa pancréatite aiguë, pardon, sa pancréatite chronique par des douleurs qui sont chroniques et qui peuvent évoluer par des poussées aiguës. Donc, c'est un fond de douleur chronique sur lequel peuvent se greffer des poussées aiguës avec des poussées de pancréatite aiguë. Donc, ça va conduire à l'apparition de douleurs ou d'une altération permanente des fonctions du pancréas. Notez que c'est d'abord le pancréas exocrine qui va être modifié, qui va être altéré, et ensuite, ça sera une altération du pancréas endocrine. Alors, quel est l'intérêt de cette question? Sa fréquence est variable. Elle est rare chez nous et vous arrivez à comprendre pourquoi elle est rare, parce qu'il y a très peu de consommateurs d'alcool chez nous par rapport aux pays européens. Son diagnostic est fait actuellement grâce au développement des techniques d'imagerie médicale, au multibarrette, à la TDM multibarrette, c'est-à-dire le scanner multibarrette, l'écho-endoscopie et à l'IRM pancréatique. Ces étiologies sont multiples et son traitement va être ou endoscopique, ou radiologique, ou chirurgical. Et vous allez voir comment. Sur le plan épidémiologique, il faut savoir que sa prévalence varie. Elle est d'environ 25 sur 100 000 habitants dans les pays occidentaux où la consommation d'alcool est fréquente. Chez nous, on n'a pas de prévalence de la pancréatite chronique. On ne connaît pas sa prévalence réelle. Elle prédomine chez le sujet de sexe masculin, 8 hommes pour 2 femmes, dans 4 hommes pour une femme. Et l'âge moyen au premier symptôme est à 40 ans le plus souvent. C'est-à-dire que le patient, oui, c'est-à-dire que le patient va se présenter avec ses premiers symptômes à la quarantaine. Ces facteurs de risque, je vous ai déjà donné le principal et l'alcool. Donc, l'alcool est le principal facteur de risque de la pancréatite chronique. La consommation excessive d'alcool est la cause de 70 à 85% des pancréatites chroniques en Occident. Donc, c'est la cause la plus fréquente. Généralement, c'est l'alcool. Et pour que cette consommation génère une pancréatite chronique, il faut que la personne ait consommé 100 à 150 grammes d'alcool pur par jour pendant 10 à 15 ans. Donc, c'est des forts alcooliques, c'est des alcooliques qui sont vraiment très, très, très dépendants de l'éthyle. Le tabac est un facteur de risque présent dans plus de 80% des cas, et vous savez très bien que généralement, les consommateurs d'alcool fument en même temps. Et moins de 5% des consommateurs excessifs d'alcool vont cependant développer une pancréatite chronique. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les alcooliques excessifs qui vont présenter une pancréatite chronique, mais quand on a une pancréatite chronique, on est dans 85% des cas devant un sujet qui présente une consommation excessive d'alcool. Les autres causes sont beaucoup plus rares. On a l'hypercalcémie, lorsque la calcémie est vraiment importante et lorsqu'elle dépasse les 3 millimoles par litre. Et la principale cause d'hypercalcémie est l'hyperparathyroïdie, qui est la cause qui représente moins de 1% des pancréatites chroniques. Donc, vous voyez déjà que l'alcool est prédominant. Et ensuite, il y a l'hypercalcémie qui vient, mais dans un moindre degré.
Les deuxièmes causes, la troisième cause, c'est la cause génétique. On a la pancréatite chronique héréditaire, qui est une maladie autosomique dominante qui se caractérise par un âge de survenue inférieur à 15 ans. Ce sont des enfants qui font des pancréatites chroniques. L'évolution morphologique est semblable à celle de l'adulte et la principale mutation va concerner le site catalytique de la trypsine. D'autres mutations peuvent générer une pancréatite chronique, mais généralement, ces pancréatites vont survenir à un âge, entre 30 et 35 ans. Donc, les patients sont un peu plus âgés que dans la génétique liée au site catalytique de la trypsine. Il s'agit des mutations au niveau des gènes inhibiteurs de la trypsine, que ce soit le SPINK1 ou du gène CTFR de la mucoviscidose. Donc, dans la mucoviscidose, on peut avoir de la pancréatite chronique parce que le suc pancréatique va bouchonner à l'intérieur des canaux pancréatiques. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que quelqu'un veut poser des questions? Non. Oui, oui, professeur. Oui. Pourquoi l'hypercalcémie peut être une cause de la pancréatite chronique? Parce que le sucre va être riche en calcium et le calcium va se sédimenter à l'intérieur des canaux pancréatiques. Et ça va bouchonner, ça va donner des bouchons à l'intérieur des canaux pancréatiques. Et ces bouchons-là vont altérer la progression du suc pancréatique à l'intérieur du canal pancréatique secondaire principal pour s'aboucher dans le duodénum. Donc, vous voyez, le suc pancréatique va être très, 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 très va former des concrétions qui vont sédimenter à l'intérieur des canaux pancréatiques. Et c'est ça la pathogénie de la pancréatite chronique, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va sédimenter dans les canaux pancréatiques. Ça va créer des bouchons et ces bouchons-là vont altérer la progression du sucre et le pancréas va souffrir. En souffrant, il va se fibroser. En se fibrosant, il va s'endurcir. Ça va donner une pancréatite chronique. Vous avez compris? Oui, merci beaucoup. Mais pourquoi les causes de la pancréatite chronique sont presque les mêmes causes Ah de la non, pancréatite ah non, aiguë? non, non, la pancréatite aiguë, les deux principales causes de la pancréatite aiguë, ce sont les causes alcooliques, d'accord, la cause alcoolique, mais la cause biliaire. Et la cause biliaire n'est pas une cause de pancréatite chronique, hein. Quand on fait des lithiases biliaires, on fait des pancréatites aiguës, mais on ne fait pas de pancréatite chronique. D'accord? D'accord, d'accord, Ce ne sont merci. pas les mêmes causes. Les deux seules causes qui sont, il y a trois causes qui sont communes, c'est l'alcool, la génétique et l'hypercalcémie. Sinon, les autres, elles ne sont pas communes. D'accord? Les autres, elles concernent la pancréatite aiguë. Et il y a aussi une autre cause de pancréatite qui est la pancréatite auto-immune. On va le voir tout à l'heure. La pancréatite auto-immune, finalement, c'est une pancréatite chronique. Ce n'est pas une pancréatite aiguë. D'accord? Donc, ce n'est pas une cause commune. Vous avez D'accord, compris? oui. Voilà. Alors, les pancréatites chroniques, les autres causes, c'est les pancréatites auto-immunes. Elles sont rares. Elles sont parfois associées à d'autres affections auto-immunes, notamment les maladies inflammatoires cryptogénétiques de l'intestin. Elles sont souvent associées à une MICI. À chaque fois que vous avez une pancréatite auto-immune, il faut rechercher une MICI associée. Sinon, il faut rechercher une augmentation des immunoglobulines 4, c'est la maladie à IgG4, d'accord? Elles peuvent avoir une présentation pseudotumorale et à chaque fois qu'on a une pancréatite chronique auto-immune, il faut d'abord éliminer un cancer. Il faut l'éliminer comment? En donnant un traitement corticoïde. Si le patient ne répond pas, quand on suspecte fortement, quand les IgG4 sont élevés, quand on a une notion de MICI associée et quand il n'y a pas de forme tumorale bien évidente, c'est une forme pseudotumorale, on va donner des corticoïdes pendant 15 jours. Si le patient s'améliore, eh ben c'est bon, on va faire un contrôle à l'imagerie ou à l'échoendoscopie ou au scanner ou à l'IRM. Si on trouve que la pancréatite a cédé, eh ben c'est cela. Sinon, il faut aller voir, il faut aller piquer, faire une biopsie, piquer le pancréas en transéchoendoscopie et voir s'il ne s'agit pas d'un cancer du pancréas. D'accord? Donc la pancréatite auto-immune est une pancréatite chronique et ce n'est pas une pancréatite aiguë. Les autres causes sont les pancréatites chroniques obstructives qui sont liées à un obstacle tumoral au niveau du canal de Wirsung ou une sténose d'origine traumatique, c'est-à-dire qu'on peut avoir une tumeur
du pancréas qui va aller boucher le canal de Wirsung et donner une pancréatite chronique. Il faut noter et se rappeler que ce qui va générer une pancréatite chronique, c'est une gêne à l'écoulement du suc pancréatique depuis les acinies jusqu'à la papille duodénale à travers le Wirsung. Alors, cet obstacle-ci peut être traumatique. Ça peut être une séquelle d'une pancréatite aiguë ou une anomalie de formation des canaux pancréatiques, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie génétique au niveau de la formation des canaux pancréatiques, un pancréas divisum, un pancréas annulaire, une ansa pancréatique. Les autres pancréatites chroniques et les 10% restants sont des pancréatites chroniques sans cause identifiée. On les appelle pancréatite chronique idiopathique. Mais il faut savoir que toute idiopathique cache une cause qu'on n'a pas su rechercher. Les idiopathiques, il faut vraiment s'en méfier parce qu'il n'y a rien d'idiopathique au fait. On n'a pas bien cherché, sinon on ne connaît pas encore le mécanisme de cette pancréatite chronique. Avant, on ne parlait pas du tout des auto-immunes. Là, maintenant, on sait qu'il y a des pancréatites chroniques auto-immunes. Et dans le futur, on saura aussi qu'il y a des causes qui ont induit une pancréatite chronique et qu'on n'a pas identifié, qu'on n'a pas su identifier et qu'on a placé dans la case des pancréatites idiopathiques. Alors, avant de parler de la pancréatite chronique à proprement dit, je vous rappelle quand même la position du pancréas. Vous le voyez ici, le pancréas est une glande de forme allongée qui mesure environ 15 cm de long. Il est large de 4 cm, il est épais de 2 cm. Il est rétropéritonéal. Il est situé entre l'estomac, derrière l'estomac, donc il vient derrière l'estomac, il va du duodénum vers la rate, donc il traverse comme ça en diagonale, derrière l'estomac, en rétropéritonéal, il va traverser la cavité abdominale en diagonale. Il a la forme, comme vous le voyez, d'un revolver associant une partie droite, qui est là, qui est volumineuse, une partie gauche ici qui est beaucoup plus effilée, beaucoup plus mince. Vous avez l'estomac qui est là. Derrière l'estomac, vous avez le pancréas. Là, vous avez le rein. Là, vous avez la rate. Voici une autre vue du pancréas. Vous voyez que le pancréas est collé au deuxième et au troisième duodénum. Et donc, toute intervention au niveau de la tête du pancréas va nécessiter une amputation du cadre duodénal. Ça sera une duodénopancréatectomie céphalique. Voici le duodénum le duodénum. Voici donc la tête du pancréas avec l'incus pancréatique. Donc là, c'est la partie tête et incus. Et puis, vous avez le corps et la queue du pancréas qui sont reliés à la tête par l'isthme du pancréas. Et sur le plan histologique, il faut vous rappeler que le pancréas est un ensemble de glandes. Ce sont des glandes endocrines et isocrines. Les glandes endocrines sont formées forment les îlots de Langerhans. Et elles sont donc, c'est elles qui vont sécréter de l'insuline. Et là, nous avons les acinies. Les acinies vont sécréter le suc pancréatique. Donc, ce sont des glandes exocrines. Et ces acinies vont traverser les canalicules pancréatiques qui vont confluer dans le conduit pancréatique secondaire, les canaux pancréatiques secondaires, pour aller dans le canal de Wirsung pour se déverser vers la fin au niveau donc, du duodénum à travers l'ampoule de Vater. D'un point de vue anatomopathologique, la pancréatite chronique va donner lieu à un pancréas qui est fibreux, comme un foie de cirrhose. C'est un pancréas fibreux. Il est induré, il est tuméfié, il est parfois pseudotumoral, il est entouré par une coque scléreuse très adhérente. Et dans les formes évoluées, il s'atrophie. Donc au début, il est très induré, il est très gros, il est très dur. Et dans les formes évoluées, il va devenir atrophique, il reste dur. Microscopiquement, on va avoir une fibrose irrégulière qui va détruire peu à peu le parenchyme pancréatique. Cette fibrose peut être focale, elle peut être segmentaire, intéresser un segment pancréatique ou bien diffuse à toute la glande pancréatique. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme dans la cholangite sclérosante primitive au niveau des canaux
des canaux biliaires, des voies biliaires intrahépatiques et extrahépatiques, vous allez avoir au niveau du pancréas une alternance de zones sténosées et de zones dilatées qui peuvent même toucher le virsung ou les canaux secondaires. Au sein de ces canaux, puisque c'est fibreux, puisque le sucre ne s'écoule pas très bien, il va y avoir des bouchons protéiques, des bouchons de protéines. Vous savez que le contenu pancréatique est protidique, qui vont se calcifier et qui vont, en se calcifiant, boucher encore davantage l'écoulement du sucre pancréatique et donner de la douleur. Et les îlots de Langerhans sont plus longtemps préservés, mais vers la fin, ils vont être touchés. Il va y avoir une insuffisance pancréatique endocrine qui va s'associer à l'insuffisance pancréatique exocrine. Donc, au début, on a, un pancréas qui va souffrir, qui va avoir mal. Ensuite, vont s'installer des symptômes en relation avec une insuffisance pancréatique exocrine. Et vers la fin, on va avoir une insuffisance pancréatique endocrine avec un diabète très, très, très sévère. Vous avez compris? Est-ce que c'est compris? Oui, professeur. Très bien. OK, on continue alors. Alors, sur le plan clinique, il faut savoir que dans les pancréatites chroniques non compliquées, la douleur est le maître symptôme. C'est le premier symptôme à apparaître. Il apparaît comment? Ce sont des symptômes, ces douleurs sont comment? Alors, ce sont des douleurs qui ressemblent aux douleurs de la pancréatite aiguë. Elles surviennent par crise de plusieurs heures à plusieurs jours. Elles sont séparées par des intervalles d'accalmie qui peuvent durer des jours, des semaines, voire des années. Ces douleurs, elles ont un début rapidement progressif. Elles siègent comme dans la douleur de la pancréatite aiguë au niveau du creux épigastrique. Elle irradie comme dans la douleur de la pancréatite aiguë vers le dos de façon transfixiante en coup de poignard, sinon au niveau des deux hypocondres. Il existe souvent une position antalgique en antéflexion. C'est la même douleur que la pancréatite aiguë, puisque c'est le système, c'est le plexus solaire qui va souffrir. Et la douleur peut être de forte intensité. Elle est aggravée par l'alimentation et la personne va manger de moins en moins pour ne pas avoir mal. Et en mangeant de moins en moins, donc en obligeant le patient à restreindre son alimentation, voire à jeûner pendant de longues heures et de longs jours, le malade va maigrir. Et l'amaigrissement est le deuxième signe de la pancréatite chronique. Cette douleur, elle est en revanche soulagée par les antalgiques, hein, ce qui n'est pas le cas avec la douleur de la pancréatite aiguë qui répond très peu aux antalgiques. Alors, cette douleur, au cours de la pancréatite aiguë, chronique, elle peut être liée à une poussée aiguë sur une pancréatite chronique. Elle peut être liée à la douleur produite par la gêne de l'écoulement du suc pancréatique au niveau des canaux pancréatiques. Donc, il n'y a pas de poussée. Elle peut être liée à une complication, comme un pseudokyste pancréatique, hein. Il va y avoir donc une accumulation du suc pancréatique au niveau des canaux qui vont faire qu'il va y avoir des kystes, des pseudokystes qui vont se créer. Et ces pseudokystes vont encore comprimer le plexus solaire et donner lieu à de la douleur. Elle peut être aussi liée à une sténose digestive ou à une compression de la voie biliaire principale. Vous savez qu'il y a une portion rétropancréatique de la voie biliaire principale. La voie biliaire principale va passer derrière le pancréas et elle va passer aussi en intrapancréatique. Et quand il y a une pancréatite chronique, cette voie biliaire intrapancréatique qui passe à travers le pancréas, va souffrir, donc il va y avoir une gêne à l'écoulement de la bile avec une compression de la voie biliaire principale. On peut même avoir des angiocolites. Après 10 ans à 20 ans d'évolution, la douleur va disparaître. En même temps qu'apparaissent les complications à type d'insuffisance exocrine ou endocrine. C'est-à-dire qu'avec le temps, ces douleurs vont disparaître, mais cette disparition est péjorative parce que c'est à ce moment-là que le patient va faire les complications à type d'insuffisance exocrine ou endocrine. Au niveau de la biologie, vous allez avoir une hypasémie, une amylasémie qui vont s'élever uniquement en cas de poussée aiguë. Donc, il ne sert à rien d'aller doser la lipase et l'amylase au cours de la pancréatite chronique.
Sur le plan des examens morphologiques, vous allez trouver des calcifications en regard de D12 et de L1, de taille et de forme variables. Elles ne sont pas systématiquement présentes au début de la maladie. On les retrouve après 5, 6, 7 ans d'évolution. Les examens morphologiques. Le premier examen qu'on va demander quand il y a une douleur abdominale de siège épigastrique, d'abord, on va sortir du contexte du cours. Il faut toujours vous rappeler que quand quelqu'un a mal au niveau épigastrique, lorsqu'il s'agit d'une personne de la quarantaine et plus, il faut penser au cœur. Il faut d'abord faire un ECG. Ensuite, une fois qu'on a éliminé une urgence cardiaque, on va penser à la douleur, puisque la douleur est assez typique de la pancréatite. On va penser à la pancréatite, qu'elle soit aiguë ou chronique. Et dans ce cas-là, donc une poussée aiguë sur une pancréatite chronique, on va demander une échographie abdominale. Et cette échographie abdominale va trouver des signes à type d'augmentation de l'échogénécité du parenchyme pancréatique. Donc, le parenchyme pancréatique va devenir hyper-échogène, avec modification de son volume. Il peut s'hypertrophier au début, et comme je vous l'ai noté tout à l'heure, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le temps, il va s'atrophier. Il va avoir un contour irrégulier. Ça va comme le contour d'un foie de cirrhose. Donc, on va avoir un pancréas fibreux, irrégulier, comme un foie de cirrhose. Il va être le siège de calcification parce qu'il va y avoir des concrétions. Le suc pancréatique va sédimenter à l'intérieur des canaux pancréatiques. Et on va avoir à la langue des anomalies du Wirsung avec des irrégularités des dilatations. Ces examens, cette échographie abdominale, elle est sensible dans 52 à 82% des cas. C'est un examen qui est opérateur dépendant. Donc, il dépend de la compétence de l'opérateur. Mieux que l'échographie abdominale, la TDM abdominale, c'est un examen qui est indispensable. Il est plus sensible que l'échographie et sa sensibilité dépasse les 90% des cas. Il va retrouver donc des calcifications sur les clichés sans injection de produits de contraste. Donc, on va avoir des spots blanchâtres au niveau de l'aire pancréatique, au niveau du pancréas, sans avoir injecté le produit de contraste. Le pancréas va être de taille modifiée. Là, vous voyez qu'il est gros, il est calcifié, ses contours sont quelque peu irréguliers et on va noter une irrégularité des canaux. Là, on ne les voit pas très bien. D'accord? Et on recherchera des complications, notamment un pseudokyste, une thrombose. Là, vous voyez sur ce cliché-là des calcifications et puis vous avez une image au niveau de la tête du pancréas, une image kystique. Et là, c'est un pseudokyste du pancréas qui est lié à une accumulation donc, de suc pancréatique en amont d'irrégularité et de bouchons de pancréatite chronique. La CPIRM, c'est-à-dire la cholangiopancréato-IRM, est le meilleur examen pour explorer, pour mieux voir les canaux pancréatiques. Elle remplace la CPRE, on ne fait plus de CPRE pour diagnostiquer une pancréatite chronique. On peut avoir des sténoses et des dilatations, des lacunes intracanalaires, c'est-à-dire des vides intracanalaires qui vont correspondre aux calcifications, aux bouchons calcifiés, mais l'IRM ne va pas visualiser les calcifications qui sont mieux vues à l'ASP et au scanner sans injection de produits de contraste. L'écho-endoscopie est un très bon examen pour faire le diagnostic de la pancréatite chronique parce que non seulement on va rechercher, elle va permettre d'apprécier les anomalies du parenchyme pancréatique, mais elle va aussi très bien visualiser les canaux pancréatiques, le Wirsung et les canaux secondaires. Donc, au niveau du parenchyme, on va retrouver des calcifications, des spots hyper-échogènes, ce sont des microcalcifications, et des bandes hyperéchogènes qui sont liées à l'accentuation de la lobulation liée à la fibrose. Donc, les bandes hyperéchogènes correspondent à de la fibrose pancréatique. Les anomalies canalaires sont un type d'irrégularité de calibre, de sténose, de dilatation canalaire, et on va retrouver les calculs à l'intérieur. On peut voir les calculs à l'intérieur des canaux pancréatiques. Il faut savoir que dans la pancréatite chronique débutante, l'écho-endoscopie est le meilleur examen puisque le scanner peut ne pas détecter encore les anomalies débutantes.
Donc, l'écho-endoscopie a une place très particulière et de choix dans le diagnostic d'une pancréatite chronique débutante en recherchant deux éléments principaux. Ce sont les deux critères diagnostiques principaux d'une pancréatite chronique débutante. Ce sont les critères de Roseman. Là, on ne voit pas, c'est gêné par cette bande verte. Ce sont les critères de Roseman. Et les deux critères principaux, c'est les foyers hyperéchogènes qui vont correspondre à des calcifications en voie de formation et la lobularité qui est augmentée avec un aspect en rayon de miel qui correspond à de la fibrose débutante avec des signes secondaires, un type de dilatation du canal pancréatique à plus de 3,5 mm qui peut être à contour irrégulier. On peut retrouver des kystes et des kystes. Et aussi, on va retrouver des canaux secondaires dilatés. Ils sont dilatés lorsqu'ils dépassent les 1 mm. Donc, la dilatation du canal principal du canal de Wirsung est définie par un diamètre supérieur à 3,5 mm et la dilatation des canaux secondaires qui sont plus petits est définie par une dilatation qui est supérieure à 1 mm. Voilà, donc plus de 1 mm pour les canaux secondaires et plus de 3,5 mm pour le canal principal, c'est-à-dire le canal de Wirsung. Les deux. Donc, retenez que l'écho-endoscopie est l'examen qu'il faut faire pour diagnostiquer une pancréatite chronique débutante. Sinon, le scanner fait bien dans les formes un peu plus avancées. Vous avez compris? Oui, professeur. Oui. Oui, d'accord, très bien. Professeur, donc l'examen de première intention, c'est l'écho-endoscopie. Dans la débutante, ce n'est pas l'examen de première intention. C'est-à-dire que quand on a un patient qui a mal, on va donc rechercher les causes de la douleur. On va demander une échographie abdominale de débrouillage. Il y a toujours l'échographie abdominale de débrouillage. Et puis le scanner. Le scanner peut ne pas montrer. Et là, c'est peut-être une forme débutante. Il ne faut pas se dire non, il n'y a pas. Ce n'est pas une pancréatite chronique. Là, il faut demander une écho-endoscopie parce que c'est peut-être une débutante et c'est l'écho-endoscopie qui va montrer les signes de pancréatite chronique débutante tels qu'ils ont été définis par les critères de Roseman. D'accord? Mais madame, comment on pose le diagnostic d'une pancréatite chronique? Alors, on pose le diagnostic devant la douleur de type pancréatitique. Chez un patient qui a des facteurs de risque de développer une pancréatite chronique, quand il n'y a pas de pancréatite aiguë, donc la lipasémie n'est pas élevée, ou quand il fait quand il n'y a pas de pancréatite aiguë, ou quand il fait aussi une pancréatite aiguë. Alors, quand il fait une pancréatite aiguë, on va rechercher la cause de la pancréatite aiguë. On va faire une imagerie, on va faire un scanner abdominal. Et ce scanner peut retrouver des signes en faveur d'une pancréatite chronique, c'est-à-dire les calcifications, la fibrose, les anomalies canalaires. D'accord? Oui, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, la CPRE, qui était par avant le gold standard, ne l'est plus. Elle n'a pas d'indication à visée diagnostique. Mais on va voir qu'elle va avoir une indication, comme dans le BDR, à visée thérapeutique. D'accord? Il n'y a plus d'indication diagnostique à faire une CPRE comme ça se faisait il y a plus de 20 ans. Mais on l'a fait pour poser une prothèse pancréatique pour traiter, par exemple. D'accord? Maintenant, quelles sont les formes cliniques? Nous avons les formes symptomatiques. Les formes indolores sont le plus souvent découvertes à l'occasion d'un diabète ou du stéatorée. Les formes avec poussée aiguë, avec une douleur, une élévation de la lipase supérieure à 3 fois la normale. Et là, ici, il va s'agir d'une poussée aiguë sur une pancréatite chronique. Et la TDM qui va être demandée va trouver des signes de pancréatite aiguë. Et comme je vous l'ai dit, si la TDM n'est pas concordante, on peut demander une IRM. Et si la TDM et l'IRM ne sont pas concordantes, l'échoendoscopie va rattraper le tir pour les pancréatites chroniques débutantes. Les formes étiologiques, l'alcool, je vous ai dit que ça pouvait, donc c'est généralement entre 70 à 85% des causes de pancréatite chronique, donc c'est la principale cause de pancréatite chronique en Occident, en général après une consommation excessive d'alcool qui dépasse plus de 150 grammes d'alcool pur pendant plus de 10 ans. La durée et la quantité sont plus importantes chez la femme que chez l'homme, c'est-à-dire que la femme fait moins de pancréatite chronique que l'homme aux mêmes doses et à la même durée. L'hypercalcémie, essentiellement au cours de l'hyperparathyroïdie, on va avoir une lésion parathyroïdienne,
des adénomes ou une hyperplasie thyroïdienne ou une parathyroïdienne ou un cancer parathyroïdien à l'origine de cette hyperparathyroïdie. Et ce qui va nous faire peut-être penser à l'hyperparathyroïdie, c'est la présence d'une lithiase rénale en présence d'une hypercalcémie doit faire évoquer de principe une hyperparathyroïdie. Donc, l'hyperparathyroïdie va être suspectée devant une hypercalcémie et encore plus si cette hypercalcémie est associée à une lithiase rénale. La deuxième cause, c'est la cause génétique ou héréditaire. Les premiers symptômes débutent avant l'âge de 30 ans, parfois plus tôt dans l'enfance, surtout dans la pancréatite aiguë liée au SPINK1 et au SPINK1, aux anomalies du SPINK1. Donc, ce sont des mutations dominantes pour le gène du trypsinogène cationique, sinon des mutations récessives pour le SPINK1 et la CFTR. Donc, gène du trypsinogène, la pancréatite chronique survient chez des sujets très jeunes, généralement avant l'âge de 15 ans. Et pour les mutations récessives SPINK1 et CFTR, c'est dans l'âge de la trentaine. La pancréatite auto-immune, c'est une pancréatite chronique qui est associée à d'autres pathologies auto-immunes, notamment à une cholangite auto-immune, à une MICI, avec dans le cadre de la cholangite auto-immune associée à une hypergammaglobulinémie, principalement à IgG4 qui est élevée. On va avoir la présence d'auto-anticorps qui sont justement des anticorps anti-muscle lisse associés antinucléaires. Et il n'y a pas de calcification dans la pancréatite auto-immune, contrairement à l'hypercalcémie et contrairement à la pancréatite chronique alcoolique. D'accord ? Souvent il faut savoir que dans la pancréatite chronique auto-immune, on a deux types. On a la pancréatite chronique de type 1 qui est associée à une cholangite sclérosante primitive, très souvent cholangite à IgG4 très souvent, et à d'autres pathologies à IgG4. Ça, c'est la pancréatite auto-immune de type 1 où les IgG4 vont être élevés. Et le deuxième type, ou la deuxième forme de pancréatite auto-immune est la pancréatite auto-immune de type 2 dans laquelle il y a une association avec les MICI et la principale MICI est la RCH. On a plus de RCH que de maladies de Crohn qui vont s'associer à de la pancréatite chronique auto-immune de type 2. Donc, pancréatite chronique auto-immune de type 1, c'est la maladie à IgG4 et pancréatite chronique auto-immune de type 2, elle est associée à une MICI. Ça peut être une question. D'accord? Vous avez compris? Qui a compris? Oui, professeur. Très bien. Oui, on a compris. Merci. Je vous en prie. Alors, l'autre cause, c'est la cause obstructive, c'est la présence d'un obstacle qui peut être ou tumoral ou bien post-traumatique au niveau du canal principal, le canal de Wirsung. Et quand on ne retrouve pas de cause, quand on ne sait pas à quoi elle est due, on va dire qu'elle est idiopathique. Donc, quand le bilan étiologique a été fait complètement et qui revient négatif, leur fréquence a nettement diminué avec le progrès de la biologie moléculaire, de la génétique. Avant, on ne connaissait pas les génétiques. Avant, on ne connaissait pas les pancréatites auto-immunes. Et actuellement, on ne connaît pas des choses qu'on connaîtra dans le futur, Inch'Allah. Il y a des pancréatites chroniques qui peuvent survenir après une radiothérapie abdominale. Et puis, il y a une cause très rarissime, exceptionnelle de pancréatite chronique. C'est la pancréatite chronique éosinophile à évoquer devant un terrain d'hyperéosinophilie, donc un terrain atopique avec une élévation fluctuante des IgE et donc une gastrite à éosinophile ou une gastroentérite à éosinophile qui est associée. Les formes cliniques. Alors, ce sont les formes compliquées. C'est les complications de la pancréatite chronique. Alors, on a l'insuffisance pancréatique. Elle débute en moyenne après 10 ans des premiers symptômes. Donc, c'est 10 ans après les premiers symptômes qu'on va voir apparaître les signes d'insuffisance pancréatique exocrine au début. Donc, elle est dominée par l'installation de l'insuffisance pancréatique exocrine, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la maldigestion de lipides, de la maldigestion de protides qui vont être à l'origine d'une stéatorée, donc des selles pâteuses, puisque
les lipides n'ont pas été très bien digérés. Et ensuite, endocrine, et la manifestation la plus fréquente, c'est le diabète qui va être très, très difficile à traiter. Ça, c'est l'insuffisance pancréatique. La deuxième complication, c'est les compressions d'organes. Donc, on peut avoir une sténose, une compression de la voie biliaire principale à l'origine d'un ictère dans moins de 50% des cas, et ça va se manifester par une cholestase avec des GGT, des phosphatases alcalines élevées et une hyperbilirubinémie lorsqu'il y a un ictère. Elle doit être systématiquement recherchée, et je vous ai dit pourquoi tout à l'heure, c'est parce que le pancréas et la voie biliaire ont un trajet finalement en commun. Donc, la VBP va passer, elle a une portion intra-pancréatique et une portion extra-pancréatique. Et la portion intra-pancréatique peut être touchée par les anomalies pancréatiques, par le durcissement de la glande pancréatique. Ça, c'est pour la sténose ou la compression de la voie biliaire principale. La deuxième compression d'organes qu'on peut noter, c'est la compression duodénale qui est liée à une compression par un pseudokyste du pancréas ou par un noyau de pancréatite chronique, c'est-à-dire que le pancréas, il est tellement dur qu'il va comprimer le duodénum. La tête du pancréas est tellement dure qu'elle va comprimer le duodénum. C'est ce qu'on appelle un noyau de pancréatite chronique. Et là, ça va se manifester par des vomissements, des douleurs abdominales et un tableau d'obstruction complète quand la compression est totale. Donc, ça va être un syndrome obstructif haut. Il faut lever l'obstacle en opérant le patient par une gastro-entéro-anastomose. Les compressions vasculaires de la veine splénique, de la veine mésentérique ou du supérieur ou de la veine porte peuvent donc entraîner la rupture d'une varice œsogastrique par hypertension portale. Donc la veine splénique peut être comprimée par le noyau dur de la pancréatite chronique. La veine mésentérique également, la veine porte également, et ça va donner, quand le système porte est obstrué et comprimé, ça va donner de l'hypertension portale. Et lorsque on a une veine splénique qui est obstruée, on va avoir une hypertension portale qui est dite segmentaire. Et dans l'hypertension portale segmentaire, on a une prépondérance de varices gastriques. On aura des varices gastriques isolées en l'absence de présence de varices œsophagiennes. Et lorsqu'on diagnostique chez un patient une varice gastrique isolée, il faut toujours rechercher une anomalie compressive au niveau de la veine splénique. Donc là, il faut toujours regarder si le pancréas est sain ou pas. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, on continue. L'autre complication, ce sont les pseudokystes. Il s'agit le plus souvent de kystes rétentionnels. Donc, ça ne s'écoule pas bien. Donc, il va y avoir un kyste qui va se former de rétention de suc pancréatique. Il complique une pancréatite chronique dans 20 à 38% des cas. L'âge moyen d'apparition est à 44-50 ans. C'est donc dans les 5 premières années après, c'est 5 années en moyenne après le début des symptômes. C'est après 5 ans des symptômes. Donc, 10 ans des symptômes, on a l'insuffisance pancréatique, et 5 ans après le début des symptômes, on a les complications kystiques, le pseudokyste. Donc, c'est la conséquence d'un obstacle en aval du canal pancréatique. Il siège préférentiellement au niveau de la tête du pancréas. Sa taille est variable, il peut être unique ou multiple. Ils peuvent disparaître spontanément lorsqu'ils sont petits, c'est-à-dire lorsque leur plus gros diamètre est inférieur à 3 cm. Donc là, vous avez à l'imagerie donc une formation arrondie ou ovoïde bien visible au sein d'un pancréas. Et là, c'est un pseudokyste du pancréas. On peut aussi avoir des épanchements séreux au niveau du péritoine, au niveau de la plèvre, qui sont la conséquence de la rupture d'un canal pancréatique ou d'un pseudokyste rétentionnel dans la cavité péritonéale ou dans l'arrière-cavité des épiplans. L'adénocarcinome pancréatique, sa cancérisation est très exceptionnelle. C'est-à-dire que quand on a un cancer sur une pancréatite chronique, un cancer pancréatique sur une pancréatite chronique, il faut penser à une cause héréditaire associée. Dans les causes héréditaires, ça se cancérise. Lorsque la cause de la pancréatite chronique est une pancréatite chronique héréditaire, il y a un risque de dégénérescence. Lorsqu'elle est alcoolique, si une alcoolique dégénère, ça veut dire que peut-être, que certainement, il y a une cause héréditaire qu'on n'a pas diagnostiquée auparavant
et qui était associée à cette cause alcoolique. Donc, la cancérisation est exceptionnelle. Le risque est plus élevé lorsque la pancréatite est familiale, lorsqu'elle survient dans un contexte génétique. L'évolution. Donc, l'évolution de la pancréatite chronique, comme vous l'avez maintenant bien compris, elle évolue en 2 phases. La première phase, elle s'étend sur 10-15 ans. Sur les 10-15 premières années, elle est marquée par les crises douloureuses, des crises de douleur abdominale pancréatitique et à des complications aiguës, poussée de pancréatite aiguë sur pancréatite chronique et pseudokyste pancréatique. La seconde, elle débute à 10 ans, 15 ans après la première phase, après les premiers symptômes. Elle est dominée par l'installation, après les premiers symptômes, pardon, elle est dominée par l'installation d'une essence pancréatique exocrine qui va être reconnue par une malabsorption de graisse qui va être notée sur l'aspect des selles par la présence d'une stéatorée et par le dosage donc, des lipides dans les selles, et ensuite endocrine qui est notée par un diabète. Je désactive le sang un moment et je reviens vers vous. D'accord? Je reviens dans 2 minutes. D'accord. D'accord. Je suis de retour. Alors, j'ai dit que la deuxième phase débutait en moyenne 10 ans après le début des premiers symptômes. Et donc, elle était dominée par une stéatorée et par un diabète. Et à ce moment-là, les douleurs vont disparaître chez la majorité des patients. Le diagnostic donc, différentiel va se poser devant une douleur. Devant la douleur, il va se poser d'abord quand il y a une poussée aiguë, il faut toujours éliminer un infarctus du myocarde. Devant une maladie ulcéreuse, gastro-duodénale, devant un cancer de l'estomac, un cancer du côlon, une colopathie fonctionnelle. Et devant un aspect pseudotumoral, le problème va se poser avec surtout le cancer du pancréas et la pancréatite pseudotumorale auto-immune. Les douleurs et l'amaigrissement sont présents dans les 2 cas et l'imagerie peut être la même et c'est surtout l'étude anatomopathologique et parfois de la pièce opératoire qui vont trancher. Mais actuellement, il faut savoir qu'on a le moyen d'aller ponctionner le pancréas à travers l'échoendoscopie et là, en minimisant donc le risque de saignement pancréatique. Et c'est la biopsie transéchoendoscopique qui va nous aider à trancher au tout début. Et quand la biopsie par échoendoscopie n'a pas pu trancher,
c'est la chirurgie, c'est l'étude de la pièce opératoire qui va nous permettre de trancher lorsque la maladie, lorsque le problème avec le cancer du pancréas va se poser. Mais généralement, l'écho-endoscopie actuellement suffit à faire la part des choses. Est-ce que vous avez compris? Oui, professeur. Oui. Oui. D'accord. Le traitement. Alors, pourquoi faut-il traiter une pancréatite chronique? On va traiter une pancréatite chronique d'abord pour soulager le patient, puisque le patient a mal. Le maître symptôme est la douleur. Il faut traiter l'étiologie pour éviter que le pancréas ne se détruise encore plus. Et il faut traiter les complications lorsque celles-ci surviennent. Le traitement médical, sans eux, va reposer sur les mesures diététiques. Il faut arrêter l'alcool. Il faut demander aux patients d'arrêter l'alcool, donc c'est l'abstinence totale. Et en cas de tabagisme associé, il faut arrêter le tabac. Il faut prescrire le jeûne en cas de poussée aiguë pour laisser au repos le pancréas. Et si la douleur se prolonge dans le temps, on peut mettre en place une nutrition entérale élémentaire qui n'a pas donc besoin de sécrétion pancréatique pour l'absorption de ce qu'elle apporte. La deuxième partie du traitement médical, c'est traiter la douleur par les antalgiques. Donc, on va d'abord y aller crescendo par le paracétamol, ensuite les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ensuite les morphiniques de divers degrés. Donc, on va y aller de façon progressive en commençant toujours par le paracétamol. D'accord? Le traitement instrumental. Le traitement instrumental peut être radiologique ou endoscopique. Il peut être radiologique pour ponctionner ou drainer des pseudocystes par un abord percutané guidé par une échographie ou un scanner. Cet abord actuellement peut se faire en transécho-endoscopie. Donc, vous voyez maintenant la place prépondérante que prend l'écho-endoscopie dans la pathologie bilio-pancréatique. On peut aussi avoir recours à un traitement instrumental pour décomprimer les canaux qui sont irréguliers, qui sont bouchés, qui sont le siège de microcalcification. Et ce, par la mise en place de prothèses pancréatiques par endoscopie à travers une CPRE ou par une lithotricie extracorporelle qui va entraîner une fragmentation des calculs, comme cela se fait au niveau donc, des calculs des urètres et des urtères et des reins. Pardon, professeur, que veut Oui. dire lithotricie Lithotricie, c'est un appareil qui va délivrer des ondes qui vont donc faire chauffer un peu ces calculs et les détruire. D'accord? Ce sont des ondes de choc qui vont faire bouger les calculs à l'intérieur des canaux et qui vont les effriter pour les rendre plus petits et les rendre plus faciles à l'élimination. D'accord? Vous avez compris? Voilà. On utilise surtout ça dans les calculs rénaux, des voies urinaires. On utilise la lithotricie dans la dissolution des calculs urinaires. On peut l'utiliser aussi dans la dissolution de gros calculs biliaires lorsque donc, la CPRE n'a pas donné, la macrodilatation n'a pas donné. Donc, on peut faire une lithotricie biliaire. Et puis, elle peut être mécanique ou à l'aide d'ondes de choc. Et les ondes de choc peuvent être utilisées aussi dans le pancréas, mais ça peut entraîner la migration de ces calculs dans les voies biliaires, ça peut encore entraîner de la pancréatite chronique. Donc, ce n'est pas un traitement qui est tout à fait convenable, mais ça peut aider. D'accord? Et lorsque la douleur est très, très importante, et qu'elle n'a pas répondu au traitement antalgique de premier palier, ensuite de deuxième palier, ensuite de troisième palier, on peut aller infiltrer les plexus cœliaques, le plexus solaire, par l'injection d'anesthésique ou d'alcool absolu, guidé par échographie, par scanner ou par écho-endoscopie. D'accord? Donc, le traitement instrumental va viser à traiter la douleur par l'infiltration des plexus solaires, va viser à décomprimer les canaux par la mise en place de prothèses ou par une lithotricie extracorporelle, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire dissoudre les calculs par des ondes de choc, et soit pour aller ponctionner et drainer des pseudokystes ou par voie radiologique ou par voie écho-endoscopique.
On utilise les Oui. 3 traitements en même temps. Non, ce n'est pas les 3 traitements en même temps. Maintenant, si le patient, sa plainte principale est la douleur, donc on va traiter la douleur. Si sa plainte principale est la douleur par infiltration du plexus cœliaque, hein, pas par infiltration, par compression du plexus cœliaque, donc on va traiter par la douleur, par paliers différents jusqu'à arriver à l'infiltration des plexus cœliaques. Maintenant, quand il y a un pseudokyste, on ne va pas aller sans douleur chronique, on ne va pas aller faire une infiltration du plexus cœliaque, on va aller drainer le pseudokyste. D'accord? Lorsque maintenant, il y a des douleurs qui sont répétées, qui sont liées à ces concrétions intracanalaires, on peut donc proposer aux patients une prothèse pancréatique qui est plus simple à poser ou bien une lithotricie corporelle. Donc, tout dépend de la plainte principale et de la cause de la plainte. Parce que la douleur, elle peut être multifactorielle. Hein. Elle peut être liée à une compression du plexus solaire, et c'est là où il faut aller l'infiltrer. Et elle peut être liée au calcul qui bouchonne à l'intérieur des canaux pancréatiques. Et là, il faut aller mettre une prothèse pour drainer, pour élargir le canal pancréatique et drainer le suc pancréatique. Ou bien aller faire dissoudre ces calculs-là par lithotricie. Donc, tout dépend du symptôme et tout dépend de l'étiologie et de la cause de ce symptôme. Vous avez compris? Oui, merci. Je t'en prie. Maintenant, le traitement chirurgical, ces indications, c'est les compressions d'un organe de voisinage, notamment du duodénum. Je vous ai dit qu'un noyau de pancréatite chronique peut aller comprimer le duodénum et donner lieu à un syndrome obstructif haut, ou bien il peut comprimer une voie biliaire principale. On peut donc proposer le traitement chirurgical lorsqu'il y a eu échec au traitement du pseudokyste par méthode non chirurgicale, c'est-à-dire par échoendoscopie, drainage périchoendoscopique ou par drainage radiologique. Et lorsque la dilatation des voies pancréatiques en amont du sténose provoque des douleurs incontrôlables et même la pose de prothèse n'a pas pu régler les choses. D'accord? Donc, le traitement chirurgical est finalement réservé à l'échec des traitements instrumentaux, notamment des traitements de la mise en place de la prothèse, du drainage écho-endoscopique et de l'infiltration du plexus solaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des exérèses. Et je vous ai dit que généralement, les kystes rétentionnels siègent au niveau de la tête du pancréas. Et lorsqu'ils siègent au niveau de la tête du pancréas, il faut enlever tout le bloc duodéno-pancréatique. Et là, on va faire une duodéno-pancréatectomie céphalique DPC, qui est une chirurgie qui est très lourde. Et il faut qu'elle soit faite par des équipes entraînées parce que sinon, elle est grévée d'une mortalité qui est quand même considérable. Lorsque ça siège au niveau donc, de la loge gauche, au niveau de la queue, on peut faire une splénopancréatectomie gauche et on peut faire des dérivations biliodigestives lorsqu'il s'agit donc de sténose duodénale. Comme je vous l'ai dit, les exérèses pancréatiques sont de moins en moins effectuées. Dans le cas de la pancréatite chronique, les techniques endoscopiques et radiologiques sont en revanche de plus en plus utilisées en première indication. Il faut aussi traiter l'étiologie. Le traitement de l'étiologie, c'est la pancréatite. Donc, dans la pancréatite alcoolique, c'est l'arrêt complet de l'alcool. Dans la pancréatite auto-immune, c'est la corticothérapie. Dans la génétique, on n'a pas encore trouvé de traitement génique. Dans la pancréatite obstructive, c'est l'endoscopie ou la chirurgie. Et s'il s'agit d'une pancréatite à éosinophile qui est très, 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 très exceptionnelle et très rare, c'est la corticothérapie et le chromoglycate disodique pour empêcher la dégranulation mastocytaire et eosinophilique. Alors finalement, que faire devant un pseudokyste du pancréas? Lorsqu'il est asymptomatique et lorsqu'il est intrapancréatique inférieur à 4 cm, on peut le surveiller. Lorsqu'il devient symptomatique ou il se complique, on le traite, comme je vous ai noté tout à l'heure, traitement radiologique et échoendoscopique, sinon chirurgie. Et lorsqu'il est extra-pancréatique ou lorsque son diamètre est très important et qu'il y a eu échec, là, il faut le traiter chirurgicalement. Et le cours est terminé. Je vous remercie d'avoir patienté avec moi. Merci, C'est professeur. bon? Oui, c'est bon. Je vous Merci en à prie. vous.
J'espère Merci que à vous avez vous. compris le cours. Et puis, on Oui. se reverra un autre Oui. jour pour faire pour l'hépatotoxicité liée aux médicaments, enfin les médicaments. On va essayer de trouver un autre créneau horaire pour le faire. D'accord? De préférence sur Zoom, puisque ça n'a pas marché avec l'autre plateforme. D'accord. 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 صحبت Professeur, لكم. أنا عفوا. Ça rappelle. صحبت لكم vous aussi.